L'Inde. Parlons de l'Inde. Nous en parlions hier, mais nous allons continuer avec Jean-Joseph Boileau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, spécialiste des pays émergents, spécialiste de l'Inde et conseiller à l'IRIS. Il est 10h47. Narendra Modi, Premier ministre indien, est l'invité d'honneur de la France pendant 2 jours, et notamment pour le défilé militaire du 14 juillet. C'est l'invité d'Emmanuel Macron, Narendra Modi, qui accorde une interview très intéressante ce matin que j'ai lu dans les Échos, effectivement aux Échos. Une interview très intéressante, il dit beaucoup de choses. Alors d'abord on va parler des contrats que l'Inde et la France vont signer, notamment l'achat de Rafale, c'est cela ? Bien sûr. De nouveau, vous avez tous ces contrats, vous avez un peu le détail de ces contrats. J'étais à la fois un économiste-chercheur tout à fait indépendant, j'étais dans la diplomatie économique et notamment à New Delhi. Bon. Dans les années où déjà on avait des contrats d'armement, c'était ni Modi ni Macron. Donc il faut écarter ces gens-là. Bon. Aujourd'hui, c'est l'Inde qui est invitée et j'aimerais réinsister là-dessus. Bon. Modi, il est là. Il peut passer, n'est-ce pas ? Macron est là, il peut passer. Oui. Donc l'important, c'est de resituer dans un contexte qui est celui des années 50, où, comme par hasard, le général de Gaulle, qui cherche une politique d'indépendance stratégique, va se tourner vers l'Inde, qui a, à ce moment-là, le leader des non-alignés, très proche de l'URSS. Tiens, de Gaulle, l'URSS, c'est des amis aussi. Oui. C'est pas des amis au sens des copains. Ce sont des alliés stratégiques, pour une diplomatie multipolaire. Donc, il faut bien resituer les Rafales là-dedans, d'accord ? Parce qu'en France, il y a beaucoup de gens qui veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, ils veulent le beurre de la multipolarité, mais ils veulent surtout pas du beurre des canons. Et attendez, comment vous construisez une relation solide avec un des géants du monde ? Attendez, la France se compare avec l'Inde ? Non, c'est pas comparable. Excusez-moi, 1,4 milliard d'habitants. N'est-ce pas ? Et puis 60 millions d'habitants. Bon, il y a une puissance qui est en train de monter, c'est l'Inde, et puis une puissance qui est un peu, paraît-il, en train de baisser. Donc si vous ne mettez pas de l'huile dans les rouages de cette relation diplomatique, ce que j'appelle, si vous voulez, le beurre de la multipolarité. Donc les Rafales, c'est de la diplomatie, quoi. Mais bien sûr, j'ai un copain que j'adore, il dit toujours la chose suivante. Il dit, vous suivez les Rafales et vous avez la diplomatie française. Et donc je lui demandais, très bien, mais attendez, est-ce que c'est pas l'inverse ? C'est-à-dire, tu suis la diplomatie française et tu trouves les Rafales. Et le problème des Français, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a une ambiguïté, je suis d'accord. Alors, on ne sait pas qui suit qui. Nous allons vendre combien de Rafales là, nouveaux à l'Inde ? Écoutez, d'après mes petites oreilles, parce que j'ai quand même passé 50 ans sur l'Inde. Donc, en gros, on risque d'annoncer 26. Dans les 26 Rafales. Dans les faits, ça va être 30. 30 Rafales. D'après mon correspondant là-bas en Inde. Pourquoi on va les mettre en pièces détachées ? On dit que c'est les pièces détachées. Oui, attendez. Pièces détachées ou bien des combines ? Ou bien un discount d'Assaut. Car qui est en position de force aujourd'hui ? Ce n'est plus la France des Mirages 2000. C'est l'Inde qui est en position de force. Il faut bien le comprendre, cela. Pourquoi elle est en position de force ? Parce qu'elle a pris une position, et je ne parle pas de Modi, là. Elle a pris une position clé sur le jeu de Go international, qui est d'être à la fois un leader des non-alignés, à la fois un adversaire clair de la Chine, un ami sans être trop ami avec la Russie. Elle joue ce qu'on appelle dans la diplomatie indienne, dans les vieux textes de l'art de la guerre en Inde qui s'appelle l'Arthashastra, elle joue la stratégie du Dvait Bhaja, le double jeu. Le double jeu, d'accord ? Donc elle est en position de force. Si la France ne vend plus ces Rafales, ces sous-marins, parce qu'on va annoncer 3 sous-marins supplémentaires. 3 sous-marins aussi, à peu près évident. Non, mais la France vend ces Rafales. Et c'est le changement. Attendez, moi j'ai regardé le nombre total. Bien sûr, c'est très important de comprendre ça. Dassault aurait-il ou non besoin de l'Inde ? C'est bien la question. Attendez, c'est pas Dassault. Besoin. Non. C'est le gouvernement français. C'est le budget français. Bon, le budget français. Combien ça représente cet achat de Rafale ? Alors, justement, c'est là où il y a tout le scandale et qu'il faut aborder. Les rétrocommissions du contrat de 2016. Et pas seulement de l'ardoise fiscale qu'avait un des intermédiaires. C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on appelle une rétrocommission ? C'est que, moi, j'ai toujours été frappé quand j'étais à l'ambassade, mais avant, le nombre d'intermédiaires qui traînent. Attendez, les avocats sont toujours dans la poche de quelqu'un, dit un proverbe indien. Mais vous saviez le nombre d'avocats indiens qui vivent à Paris, dans des appartements luxueux, et qui sont ces intermédiaires... Qui vont toucher des commissions, là. Ils vont toucher des commissions. Pour qui ? Pour eux, bien sûr, mais vous savez, sur 3 milliards... Et pour qui ?
La campagne électorale de Narendra Modi, en 2019, elle a coûté 3 à 4 milliards de dollars. La plus chère qu'on ait jamais vue en Inde. Là, comme par hasard, on va signer des contrats avant la campagne électorale de 2024. C'est quand même étonnant, n'est-ce pas? Donc les rétrocommissions, c'est une pratique classique, si vous voulez. C'est pas la France qui choisit. C'est l'autre qui lui dit, tu vas vendre tes Rafales, moi je veux bien te les acheter. Mais, parce qu'il y a une cerise sur le gâteau, c'est que ça permet de réduire l'influence de la Russie comme fournisseur d'armes, numéro 1. Oui, attention, attention. Il faut que les Français ouvrent les yeux à 360 degrés. C'est vrai, vous avez raison. Donc, voilà. Alors la question c'est, puisqu'on ne peut pas faire du commerce d'armes sans que ça soit un peu sale, à qui revient le boulot de nettoyer les écuries d'Augias? Eh bien, c'est à la justice française. Et il faudrait savoir quand même pourquoi le parquet de Paris financier a jeté dans les oubliettes les demandes d'anticorps, justement, pour regarder d'un peu près toutes ces affaires. C'est pour des raisons diplomatiques. Non. Alors, c'est là où il faut une séparation des pouvoirs. En Inde, on n'a pas de séparation, et c'est ce que tout le monde condamne à propos de Modi, et c'est tout à fait vrai. Depuis quelques années, vous avez un phénomène en Inde, que je n'avais jamais connu, qui est la perte de l'équilibre des pouvoirs qui caractérise une démocratie. Ça veut dire que en France, moi, je suis quand même surpris que le parquet financier ait rejeté la plainte en demande d'anticorps, enfin, quand même. On sait bien qu'il y a eu une remise fiscale de 150 millions d'euros au numéro 1 qui est derrière Modi, Anil Ambani, le groupe Reliance, qui, comme par hasard, va monter les Rafales alors qu'il n'en a aucune compétence, que c'est un affairiste, c'est bien connu. Et d'autre part, le plus grave, c'est pas ça, c'est les rétrocommissions. Qui, en France, alors Le Monde, vous avez des journaux qui ont... j'ai vu que Mediapart avait relancé le dossier fiscal, mais attendez, 150 millions, c'est rien. C'est rien. La vraie question, c'est 3 milliards. Pourquoi 3 milliards? Mon correspondant en Inde, enfin mes correspondants me disent, c'est la surfacturation. Si j'ai bien compris, Rafale coûte 120 millions et on les a payés 250. Il faut pas perdre de temps parce que j'ai une question essentielle à vous poser, Jean-Joseph Boileau. C'est, si j'ai bien compris, la vente des Rafales qui va en partie financer la future campagne de Modi, quoi. Elle va d'abord financer l'industrie militaire française. Pas de défense. Pas d'exportation. C'est vrai. Mais attendez, les Français veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent des Rafales, mais ils veulent pas. Bon. Donc il faut les exporter. Il faut les exporter. Donc il faut vendre des armes. Voilà. Il faut continuer à vendre des armes. Il faut vendre des armes, il faut vendre des sous-marins. Il faudrait vendre aussi d'autres produits. Pour l'instant, les Indiens achètent à 50% de l'aéronautique. Attendez, j'aimerais dire quand même que les Indiens ont acheté pour 55 milliards d'Airbus. Alors, moi, je veux bien qu'on parle des 7 milliards, parce que vous me demandiez combien ils vont signer. 7 milliards. Ils vont signer, à mon avis, pour 7 milliards à peu près. Chaque sous-marin, c'est 1 milliard. 55 milliards d'Airbus. Ben oui, enfin, il faut quand même être sérieux. Hein, les gens veulent, là encore, les gens veulent surtout pas de Modi. Alors vous avez tous les experts qui sont là. C'est l'Inde. Et l'Inde, c'est 55 millions de... Alors, dernière question sur l'Inde. Allez, sur l'Inde. Jean-Joseph Boileau. Vous m'excuserez, je suis un peu véhément, mais il faut vraiment qu'on rééquilibre. Ne vous excusez pas. Bon, la véhémence est utile dans les débats et dans les réponses. Dites-moi, Jean-Joseph Boileau, j'ai lu les Échos, comme vous, et dans les Échos, Narendra Modi insiste. J'ai un article de moi dans les Échos, ce jour-là. Et il insiste, Modi, il insiste sur la volonté de l'Inde de faire partie du Conseil sur la volonté de l'Inde d'un élargissement du Conseil de sécurité permanent des Nations Unies. Il veut absolument que l'Inde soit membre de ce Conseil permanent de sécurité. Puissance nucléaire, ça paraît logique, non? Non, puis attendez, 1,4 milliard. Enfin, quand même. Oui. Même au FMI, j'ai regardé, la part de l'Inde, c'est moins de 3%, c'est inférieur à la part de la France, au quota de la France. Enfin, est-ce que c'est normal qu'au FMI, vous ayez les quelques puissances qui... Mais les 5 membres permanents ne veulent pas de nouveaux arrivants. Non, et aucun. Il faudrait être sérieux. Même la France n'en veut pas. Mais Pourquoi? Parce que l'Inde, c'est pas un partenaire facile. Attendez, mais les Russes n'en veulent pas, les Américains n'en veulent pas, les Chinois n'en veulent surtout pas. Les Russes, ça passerait parce que il y a beaucoup. Vous savez, l'accord de 1971, où la Russie l'URSS devient un partenaire stratégique. Pourquoi? C'est parce que les Américains ont bloqué les commandes, les livraisons militaires au moment de la guerre avec le Pakistan. Donc l'Inde ne veut plus jamais entendre parler des États-Unis, au sens d'une dépendance vis-à-vis des États-Unis. N'en veut pas non plus. Non, la Chine n'en veut pas non plus. Et alors, la France dit oui, vous savez pourquoi?
Oui. Parce qu'elle sait que l'Italie n'en veut pas et que les autres n'en veulent pas. Donc la diplomatie française, vous savez, on dit beaucoup que les Indiens c'est des opportunistes et c'est vrai que l'art de la ruse est né là-bas dans les fables du Panchatantra dont La Fontaine a repris un certain nombre de fables. La faiblesse, l'arme du faible, c'est l'opportunisme, la ruse, n'est-ce pas ? Bon, et l'Inde, c'est les rois de cela. Je ne dis pas que les Chinois ne sont pas bons dans la ruse, mais c'est une ruse plus musclée. D'ailleurs, l'art de la guerre... Il y a une vraie rivalité entre l'Inde et la Chine aujourd'hui. Mais bien sûr, attendez, comme entre l'Allemagne et la France, là encore, il faudrait que les Français se regardent dans un miroir. Ce qui empêche l'émergence d'une vraie puissance française multipolaire, c'est le fait qu'aujourd'hui, elle déteste l'Allemagne. J'ai tweeté hier, j'ai le culot de tweeter que s'il y avait eu la guerre franco-allemande de 45, la Deuxième Guerre mondiale, 39-40, c'est aussi parce que Keynes avait bien dit, l'économiste britannique, qu'on avait fait l'erreur énorme du traité de Versailles, avec des réparations de guerre terribles. On a mis la tête sous l'eau de l'Allemagne. C'est vrai, mais de nombreux historiens l'ont dit. Non, mais si vous aviez le nombre de tweets du lobby... Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Inde et la Chine. Oui, alors, même rapport. Même chose. On a affaire à deux géants. Dans ce fameux traité d'Arthashastra, que j'ai traduit en français d'ailleurs, les Français peuvent lire une partie de ce traité-là, il y a marqué l'art de la guerre, l'art de la diplomatie plus exactement, deux voisins ne peuvent jamais s'entendre, c'est tout. Bon, merci Jean-Joseph Boileau. Belle démonstration.